c'est l'heure de commencer. Alors, je crois qu'il est 45, on va pouvoir commencer. On va essayer de vérifier si on a assez de micros. Je t'en confie un, tu veux bien? Allô, allô, ouais. Tu veux chanter quelque chose? Chanteur parmi nous. Il va pas falloir de micro. 1. Ok. Bonjour à tous, à toutes. Merci d'être avec nous à l'Univers Shifté pour cette table ronde où on va parler de l'art et de sa fonction ou sa possibilité de jouer un rôle de déclencheur dans la nécessaire transition environnementale, écologique, climatique. Je commence, pour ne pas oublier, par remercier grandement Laurence Guettem, qui a été l'organisatrice, facilitatrice, coordinatrice et tout ce qu'on veut en IS de cette table ronde. Merci infiniment pour le travail dans l'ombre, très très agréable. Et puis, juste pour une toute petite séquence émotion, on vient de voir, pour ceux qui étaient avec nous avant, une table ronde qui était organisée par le Cercle thématique des shifters de la culture. Donc, au sein des shifters, cette association des bénévoles qui gravitent autour du Shift Project, on a un petit groupe de shifters professionnels de la culture, très minoritaire, au milieu d'une vague, d'une armée d'ingénieurs. Mais on se retrouve avec beaucoup de plaisir très régulièrement. Et c'est une aventure qui a commencé il y a 1 an et demi. On était 2, et puis ensuite on est devenu 4, et puis ainsi de suite. Et là, ils organisent une table ronde avant, un atelier demain sur les questions des nouveaux récits. Ils ont un stand dans le village des initiatives où vous pourrez aller les rencontrer, etc. Donc c'est assez merveilleux, et surtout, je trouve que ça témoigne aussi de l'élan qu'il y a en ce moment dans notre secteur culturel et dans toutes les esthétiques. Mais on voit vraiment que les organisations s'engagent, et nos invités vont en témoigner tout de suite. Donc voilà, c'est assez enthousiasmant de voir la progression entre la première Univers Shifté, où on a présenté le rapport Décarbonons la culture entre 6 copains sur un coin de table, et là où vous êtes nombreux, où on a des invités incroyables. Chose enthousiasmante, ce sont tous les professionnels qui s'engagent, et j'en ai vu 2 dans la salle, mais je suis sûre que j'en oublie. Il y a Arviva qui est représenté ici par l'incroyable Maxime, sous vos applaudissements. Arviva, c'est une association qui se dédie à la transition pour le secteur du spectacle vivant. Donc allez voir si vous ne connaissez pas encore. J'ai vu qu'il y avait aussi le Genevois français, qui est un territoire, donc pour ceux qui sont du coin, dans l'Ain ou en Haute-Savoie, qui engage énormément de choses sur des ateliers sur la transition pour la culture. Je ne sais pas si Gisèle est par là. Elle est là-bas au fond. Allez la voir si vous êtes sur les territoires de l'Ain et de la Haute-Savoie. Et les autres, faites-vous connaître éventuellement. J'ai déjà quasiment mangé mon temps de présentation. Ça commence très fort. J'ai 4 invités. À chaque fois que j'ai fait le travail de préparation avec eux, j'ai passé 1 heure avec chacun d'entre eux. Donc on est mal pour essayer de tenir le tempo. Donc je vais essayer de donner l'exemple et de leur donner le plus vite possible la parole. On va avoir sans ordre Ariel Vastrol. Il m'a dit tout à l'heure, c'est comme casserole mais avec un V. Donc Ariel Vastrol, qu'on a invité au titre du fait qu'il est le grand gagnant du concours Le Shift et les Lettres, concours de nouvelles qui se projetait dans un horizon de post-transition heureuse en 2050. Et il va nous parler tout de suite de ce travail. Et c'est un concours de nouvelles qui a été coordonné par Géraldine Sardier, qui est juste ici. Et ensuite, dans vraiment une autre thématique, enfin une autre esthétique, on va avoir Sébastien Guèze, qui est ténor, artiste lyrique, chanteur, et Raphaël Merlin, qui est à la fois musicien, violoncelliste au sein du Quatuor Ébène et chef d'orchestre au sein de l'orchestre Les Forces Majeures. Je n'ai pas dit trop de bêtises jusque-là. Normalement, j'ai rattrapé mon retard, ce qui me permet de vous donner tout de suite la parole. Et si tu veux bien, on va commencer avec Ariel. Alors, ce qu'on va faire, on va essayer de faire 5 minutes où on va leur demander de présenter l'incroyable initiative, projet qu'ils ont porté. 5 minutes, c'est très court, et je vais les couper de manière complètement arbitraire, pour qu'ensuite laisser le temps à un peu de discussion sur le sujet qui nous intéresse, de l'art comme moteur, acteur, élément essentiel de la transition. Et on va garder 1/4 d'heure pour des questions avec vous. On ressortira tous frustrés, mais on pourra les retrouver au bar, autour d'une bière, à l'issue de la conférence. Ça vous va? Ok. Est-ce que ça te va du coup? Du coup, je laisse Géraldine une minute. D'accord, introduis le Introduire concours. parce que le concours du Shift Project. Super. Allez, 1 minute. Merci. Bonjour à tous. Du coup, effectivement, ce qu'on a fait avec d'autres shifters, c'est de mettre en place un concours de nouvelles. Le prix a eu lieu le 30 avril. Il y a eu pas mal de participants. On a reçu 210 nouvelles qu'on a sélectionnées. Il y a eu du jury
qui ont aussi beaucoup participé de la scène littéraire et journalistique. Voilà, donc l'objectif de ce concours de nouvelles, c'était essentiellement qui partait d'un constat de se dire comment faire en sorte, même si on sait tous qu'il faut agir, qu'est-ce qui pourrait nous pousser à l'action. Et l'idée, c'est de créer des récits pour se mettre en action en se projetant dans un futur désirable. D'où l'idée du concours et dont Ariel a été le gagnant. Il y a plein d'autres nouvelles qui étaient intéressantes, évidemment, et que vous pouvez découvrir sur le site, le Shift et les lettres. Et donc, je vais te laisser parler, du coup. Merci. Du coup, l'objectif de ces nouvelles, c'était de se projeter en 2050 dans un futur désirable, ce qui n'est pas chose aisée pour faire avancer les imaginaires, pour nous confronter à ce futur, et que, à force de lire des petits désirables sur 2050, peut-être qu'on aurait envie d'y être. Alors, il y avait des gros enjeux dans ce concours de nouvelles, c'était également de parler des propositions du PTEF. Et du coup, moi j'ai choisi dans cette nouvelle de parler des compromis. Et c'est une nouvelle sur le compromis et sur la liberté qu'on aura relative avec les quotas carbone. Et du coup, se pose la question quand on écrit une nouvelle là-dessus, et que moi je suis de formation ingénieur à la base, de rentrer dans des formations complexes, comment on va mettre en place une crypto-monnaie qui va représenter l'émission de gaz à effet de serre, qui sera capté à un endroit, produit à l'autre, enfin un truc très compliqué. Et en fait ça, on se rend vite compte que ça ne marche pas. Ça rend pas une nouvelle sympathique, ça fait pas éveiller les imaginaires. Au PTEF, dans le PTEF, c'est pas non plus un livre qu'on lit à nos enfants le soir en se couchant, et ça fait pas rêver. Alors l'objectif, c'est de faire un truc qui fasse rêver, ou qui fasse s'évader, et alors j'ai essayé de trouver la manière que j'aime bien faire dans les productions artistiques, de passer par quelque chose d'un peu comique ou absurde, et en restant un peu flou, tout en parlant des problèmes, pas les expliciter directement, et notamment et en mettant à la fois l'histoire au centre de ce monde, parce que l'objectif c'est quand même de se projeter dans un monde désirable du futur, mais tout en ne disant pas à quelqu'un qu'on se projette pas mal, c'est-à-dire ok, il parle de tout le monde est en train, mais moi j'habite dans la montagne, je suis dans ma voiture. Donc l'idée c'était de pas brusquer les gens, de pas être d'accompagner les gens avec soi, de pas confronter directement les bons, les mauvais. Donc même pas essayer j'ai essayé de faire quelque chose où on ne confronte pas les bons et les mauvais. Alors ce qui est très difficile quand on fait un récit, en général, toute bonne histoire, il y a une confrontation, il y a un point de tension. Donc il fallait trouver un point de tension qui soit pas est-ce que je veux ce futur, est-ce que je veux pas ce futur, un point de tension qui soit à la fois ancré dans cette transition écologique et en même temps qui fasse pas mal, quoi. Alors c'était pas simple. Alors quand on passe par un peu le loufoque, c'est toujours plus simple. Et du coup, pour vous pitcher rapidement la nouvelle et vous donner envie de la lire ou de l'écouter, l'idée c'est que Elon Musk et Jeff Bezos reviennent d'un voyage sur Trantor, et ils ont mis 10 ans pour y aller, un jour de recherche de titane sur place, et 10 ans pour revenir. Et ils ont été cryogénisés, donc ils sont encore jeunes et beaux, enfin, comme ils sont maintenant, quoi. Et du coup, ils se confrontent à ce monde de 2050. Alors l'idée, c'est de, sans trop les juger, mais de voir comment ce qu'on considère être, enfin, beaucoup de personnes considèrent être des visionnaires à l'heure actuelle, voir comment ce monde post-transition leur convient, et si quelqu'un qui ne vient pas ici, parce que ça vous apprendra, enfin, a priori vous êtes déjà des convaincus, si quelqu'un lit cette nouvelle et qui n'était pas forcément aligné sur, enfin, où il voyait pas Jeff Bezos ou Elon Musk comme des méchants. Je vais pas dire que c'est des méchants, mais qui voyaient pas le mal dans leur vision, voir peut-être à quel point cette vision post-carbone qu'on défend avec le PTEF, c'était pas leur vision qu'ils avaient, en fait. La vision d'une solution technico-solutionniste, on va dire, et je m'arrête là, c'est pas mal. Très bien, et je précise que merci beaucoup, que la nouvelle, vous pouvez la retrouver, elle a été imprimée sur une grande bâche au village des initiatives. Donc si vous avez envie d'aller la lire dans son intégralité, c'est pas une nouvelle très longue, hein, c'est 6-7 pages il me semble, n'hésitez pas, à côté de l'espace librairie.
Et j'en profite pour vous dire que le PTEF auquel Ariel fait allusion, c'est le plan de transformation de l'économie française. Pour ceux qui n'avaient pas décrypté l'acronyme, c'est le grand chantier sur lequel a travaillé le Shift Project les 2 dernières années et que vous pouvez aussi retrouver à l'espace librairie si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Est-ce que Sébastien... Alors je précise par contre, pardon Ariel, j'ai oublié de dire que tu es docteur en mathématiques, que tu es ingénieur dans le secteur de l'énergie, et que du coup, ce travail, c'est une partie de ton temps que tu dédies à un travail de création. Tu as aussi un site internet avec des créations audiovisuelles. Je vais vous montrer tout de suite le visuel et le nom, comme ça vous pourrez aller le retrouver. Et est-ce que tu as un micro, Sébastien? Est-ce que toi, tu veux bien nous parler, dans un registre totalement différent, du travail que tu portes avec le projet qui s'appelle Biopéra et la charte des artistes lyriques? Alors, oui. Comment le déclencheur, en fait, il a été tout simple. Ça fait à peu près 15-20 ans que je parcours le monde, c'est le cas de le dire, pour chanter des rôles divers et variés à travers les opéras du monde entier. Et c'est vrai qu'avec une formation quand même scientifique à la base, notamment sur l'aspect recyclage et donc des problématiques un peu, comment on va dire, une sensation de ne pas être tout à fait à ma place malgré tous ces voyages et un vrai problème de filière en fait dans la filière lyrique, donc le milieu de l'opéra plus particulièrement que je connais très bien, et ça a touché son paroxysme le jour où j'arrivais à Venise, donc à la Fenice, où je venais chanter Werther, et donc Werther sur scène il passe sa soirée à dire ô nature merveilleuse, pleine de grâce, etc. Et le lendemain, je repartais en Vaporetto et c'était l'Aqua Alta et la moitié des restaurants étaient sous l'eau. Enfin bon, c'était. Et je me suis dit, mais moi, je viens passer la soirée à chanter aux natures pleines de grâce. Je suis venu en avion, je repars en avion, je contribue à ce désastre et la veille, tout le monde m'applaudissait en disant bravo, c'est magnifique. Là, je me suis dit, non, là, c'est plus possible. Donc, c'était un peu l'effondrement interne. Et donc, c'était la goutte de trop et je me suis dit, il faut s'arrêter et repenser nos métiers. Donc, on a parlé du PTEF, plan de transformation de l'économie française. Je me suis dit, moi, je vais écrire le PTOF, le plan de transformation des opéras en France et même à travers l'Europe et le monde, si je puis dire. Donc, voilà, j'ai consulté beaucoup des architectes, des scénographes, des metteurs en scène, des artistes, forcément, beaucoup pour repenser nos métiers, nos problématiques. Souvent, on nous dit, alors il faut des troupes, des résidences plus longues, etc. Bref, identifier quels étaient les postes les plus émetteurs, et il y en a, et les chantiers qui étaient les plus gros, et il y en a beaucoup à l'opéra. Et je me suis rendu compte que l'effort, en fait, sans toucher à notre cœur de métier, avec des choses toutes simples, très basiques, juste changer nos usages, on ne touchait absolument pas à la qualité du spectacle, mais on pouvait réduire de plus de la moitié nos émissions en 2 saisons, 3 saisons chrono, en exagérant. Et alors tout le monde m'a dit tu es un fou, c'est impossible. Donc moi le but du Biopéra, c'était de se dire, donc à peu près il est disponible à la librairie, c'est 30 mesures un peu pragmatiques sur l'aspect environnemental pour changer nos usages dans les théâtres, dans les opéras, mais aussi social. J'insiste bien sur ce point parce que je parle aussi de droit culturel, carnet de santé territorial, etc. Bon, et c'est vraiment un panel très large parce qu'évidemment tout est lié, mais voilà, c'est. Et donc, je reviens à cet objectif de dire les opéras sont au cœur des villes, c'est des phares un peu qui irradient où la plupart des gens passent devant sans savoir ce qui se passe ou quoi, avec une image parfois un petit peu élitiste, de se dire justement, ces opéras, ça serait pas mal qu'ils soient, alors la neutralité ça fait débat, mais en tout cas, qu'ils aient réduit de 80% leurs émissions dès 2030, étant donné qu'ils sont subventionnés, ça serait un bon exemple, plutôt que d'attendre 2050. Et pour ça, l'argument, c'était de se dire, si on ne fait rien avec la problématique des usages carbone, où on doit réduire notre empreinte carbone, c'est le problème qui va se poser, c'est si on doit tous réduire, en gros, passer de 10 à 2 tonnes de CO2 par an, enfin diviser par 5 nos émissions, notre empreinte carbone, si je puis dire, globale, c'est de se dire, il va falloir arbitrer des choix aussi dans la culture. Donc ça veut dire, est-ce que je vais 5 fois moins au théâtre, au cinéma, à l'opéra ? Ou alors est-ce que l'opéra a réduit par 5 ses émissions et je continue d'y aller autant? Donc moi j'aime mon métier, je suis passionné, je voulais le préserver. Et donc voilà, donc c'est 30 mesures pour essayer de révolutionner. Et pour dire qu'au début tout le monde m'a pris pour un fou, je conclurai avec ça, et qu'aujourd'hui il y a des opéras à travers le monde qui le font, et il y a déjà des structures qui ont réduit en moins de 3 ans de plus de 50% leurs émissions. Donc ce que je disais, ce n'était pas si fou. Voilà. Merci beaucoup. Et donc
Le manifeste Biopéra est disponible à la librairie de l'Université si vous souhaitez le lire et l'acquérir. Alors Une un tout minute petit sur la complément, charte. oui, pardon. Je vois. Alors oui, entre autres, voilà, pour aller plus loin du Biopéra, parce que depuis ce Biopéra c'est sorti il y a 2 ans. Le petit résumé fascicule est sorti il y a 1 an, celui qui est disponible à la librairie, parce qu'il fallait pas faire trop long, parce que sinon je connais nos administrateurs, tout le monde n'est pas prêt à passer à lire 100 pages. Et donc il y a énormément d'initiatives qui sont nées de ça. Il y a le Biopéra Score, qui est un billet un peu pour mobiliser la pensée des publics. On est passé un peu vite. Il y avait un exemple de taux de réemploi des décors. Voilà, les petites mesures, plusieurs mesures qui ont été faites. On peut revenir à la charte des artistes. Donc là, c'est le gros enjeu, c'est comment on mobilise les artistes. Et ça, c'est une charte en fait que tout le monde peut s'approprier, signer et apposer à son contrat. Et donc, c'est une manière de renvoyer aux structures et de dire OK, vous m'engagez, il n'y a aucun problème, mais sachez que vous engagez aussi un artiste responsable. Alors, autant vous dire que je suis le pionnier. Pour le moment, on n'est pas beaucoup à le faire. On se compte sur peut-être les 2 doigts de la main. Mais voilà, c'est ce genre d'initiative. Alors, Arviva vient de relayer, par exemple, cette charte des artistes. Il y a aussi la chambre syndicale de la facture des instruments de musique qui est très préoccupée parce qu'il y a la raréfaction du bois exotique pour fabriquer des instruments. Enfin bon, voilà, donc tout ça, c'est des outils en fait maintenant qui les intéressent, que chacun s'approprie. Moi, je fais ça pour que justement, c'est en libre service, c'est en open source, tout le monde peut le trouver. Vous pouvez m'écrire, je vous envoie tout ce que vous voulez comme élément. Et le dernier en date, alors c'est le petit logo là où on voit tout ce qu'il y a là. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que c'était difficile d'agir au sein même des théâtres, que parfois, l'environnement, tout ça, c'était ils avaient d'autres sujets plus urgents. Mais je me suis rendu compte que chez les élus, ça marchait très fort, très bien, et dans les ministères encore plus. Donc là, je viens de terminer une mission pour les 4 ministères, qui est le programme d'investissement à venir, où donc voilà, j'étais dans le comité de sélection pour choisir les dossiers qui feront l'avenir de la culture, en tout cas voilà, dédiés spécialement au spectacle vivant. Donc voilà, c'est pour dire que finalement, le pouvoir politique, les artistes en tout cas, ils en sont friands, ou ils aiment bien. Enfin, il y a une espèce de mélange qui se crée où il y a beaucoup d'écoute, et ça devient très intéressant parce que là on a une vraie influence sur les années qui s'annoncent. Voilà. Merci beaucoup, merci Sébastien. Parfait, t'inquiète pas. Alors Raphaël, vous avez en commun avec Sébastien donc avec un questionnement. Ça marche, oui. Avec du coup ce questionnement sur l'empreinte de vos transports, etc. Et on t'a proposé aujourd'hui de parler d'une initiative qui s'appelle Accordez vos vélos, d'une tournée dont tu vas nous dire quelques mots si tu veux bien, du coup à une échelle beaucoup plus locale. Tout à fait. Mais avant ça, je dois d'abord vous remercier et vous saluer tous. Et je voudrais dire pour l'histoire de Sébastien, parce qu'en fait, ici, entre convertis ou semi-convertis, c'est amusant, on en parlait tout à l'heure aussi avec Laurence, chacun a vécu un déclic en fait. Chacun a fait son shift, comme tu disais. Et le shift de Sébastien, c'est quand même la palme, parce que le gars va à Venise chanter Werther. Et je ne sais pas si vous savez, Werther, à la fin du roman de Goethe, il se suicide et il est, vous savez, habillé comment? En gilet jaune. Et ça s'invente pas. Et il y a aussi l'air principal, c'est pourquoi me réveiller. Donc pourquoi me réveiller? Pour faire son shift en réalité. Je pense que c'est la seule réponse qu'on peut donner. Non, je vous remercie pour votre accueil. Moi, je suis là pour parler de l'évolution qu'a pris l'orchestre que j'ai créé il y a maintenant 8 ans. Et c'était à la base un orchestre plutôt ancré en territoire rural, qui s'appelle les Forces Majeures. C'est un collectif de chambristes, c'est-à-dire ça réunit des ensembles de musique de chambre de taille du trio au sextuor, disons, donc des ensembles assez petits, qui viennent mettre en commun leur connaissance et leur habitude de la musique sans chef d'orchestre, c'est-à-dire avec une intensité et une rapidité d'écoute qui permet, quand on se réunit à plus grande échelle, de monter des projets très rapidement. Et l'ancrage en territoire rural a probablement aussi permis que assez rapidement, tous ces musiciens qui se réunissent trouvent un sens au fait de ralentir et d'être en milieu végétal, en milieu à la campagne pour faire de la musique. Et j'ai lancé l'idée un peu comme ça, en y croyant à moitié en 2016. Et puis le directeur de l'époque m'a pris au mot. Et en 2018, il nous a offert de faire notre première tournée d'orchestre à vélo. Parce que moi, comme pour Sébastien, j'ai été pris dans un conflit personnel terrible. Ça fait 20 ans qu'avec mon quatuor,
je fais une centaine de concerts par an, avec tous les ans une tournée aux États-Unis ou parfois en Asie, parfois même 2. Le pire a été 2011, je crois. Je suis allé 3 fois aux États-Unis dans la même année. Et puis les Américains avec l'avion, ils rigolent pas. Vous savez, quand vous faites une tournée là-bas, vous faites sur la carte, c'est une toile d'araignée. Donc vous revenez avec une empreinte carbone qu'une vie d'un être humain ne suffirait pas à étancher. Donc c'est très difficile à accepter. On a essayé de faire bouger les lignes. Les agents commencent tout juste à réagir. Le secteur se mobilise très lentement, mais grâce à des initiatives comme la tienne, on espère moins lentement dorénavant. Et en réaction à ça, la tournée à vélo est devenue l'emblème de comment des musiciens réunis, jusqu'à 35 pour cette édition de 2018 et plus récemment dans le projet que vous voyez ici à l'écran, Accordez vos vélos. Ça, c'est l'initiative toute neuve. On a fait ça en avril. On était 15 musiciens. On a fait 300 km, Grenoble-Genève, 25 concerts en 2 semaines. Et ça a été en partenariat avec Arviva, l'objet d'un calcul d'empreinte carbone. Ce fut l'occasion de tester, de mettre à l'épreuve la charte qu'on a élaborée, qui consiste évidemment à décarboner au maximum le transport des musiciens, ça va sans dire, mais aussi accompagner tout ça de mesures qui tombent sous le sens pour vous tous, comme par exemple essayer de limiter l'alimentation carnée. Et sur les 8 tonnes de CO2 émises à l'arrivée de cette tournée de 2 semaines, 3,5, c'est-à-dire presque la moitié, c'est le transport du public. Et ça, c'est très important. Bon, ça prolonge la conférence précédente, donc je vais pas faire un doublon, mais ça montre bien que le modèle de diffusion de la culture est un modèle en fait qui dépend avant tout de comment le public choisit de consommer sa musique. Et on peut penser, non sans amusement, au festival de Salzbourg, de Aspen ou de Édimbourg, où le public va en avion sur place pour entendre le spectacle. Et alors là, nous les artistes, on peut pas faire grand-chose en réalité. Mais comme vous pouvez le voir sur les images, ici à vélo, on a eu des paysages somptueux, une météo incroyable, et on a traversé les Alpes, le massif des Vosges, comment ça s'appelle, Beldon, la Beldon. On a fait des concerts sous la montagne, c'était sublime, et on a touché un public qu'on n'aurait jamais touché par la voie traditionnelle. C'est là aussi que le métier, qui est souvent une feuille de route, un producteur, un train ou un bus, on arrive sur place, raccord, on s'habille, costard, cravate, concert, le soir on va au restaurant, à l'hôtel, et le lendemain tout le monde est reparti. On n'a pas vraiment rencontré notre public dans cette vie habituelle. Et ici, parce qu'on est arrivé à vélo, parce qu'on a rencontré le public qui nous a accueillis, qui nous a nourris, qui nous a parfois logés chez l'habitant, ou on est allé au camping du coin, c'est tout un modèle qui est complètement en réinvention, pour ne pas reprendre le mot d'un président de la République célèbre. Nous avons en réalité, à moitié au boulot, à moitié en vacances, nous avons éprouvé notre métier d'une manière à la fois plus vertueuse pour l'aspect environnemental et je crois profondément régénératrice pour notre propre vocation de musicien, c'est-à-dire on a réussi à croiser le fait de faire moins d'empreinte carbone et de donner plus de sens à notre boulot. Et c'est pour ça que je crois qu'on peut dire que c'était une réussite et on espère répéter l'opération et évidemment devenir de plus en plus autonome. Pour l'instant, on a des carrioles pour transporter les timbales que vous voyez à l'écran qui sont en fibre de verre, donc qui sont plus légères, qui peuvent moins subir les variations d'hygrométrie. On a une contrebasse qui voyageait sur une remorque ad hoc avec un matelas exprès pour absorber les vibrations, etc. Heureusement, il n'a pas trop plu. Quand on avait évidemment de l'équipement pour ça. Le vélo, vous savez, sous la pluie, il faut quand même une belle cape. Mais on espère que pour les prochaines éditions, on aura même la possibilité de faire l'économie d'un camion qui nous a suivis pour tout simplement transporter la nourriture, les sacs, les habits, quelques-uns des instruments les plus fragiles, etc. Merci beaucoup. Évidemment, on aurait envie de les entendre chacun pendant un temps très long parce que c'est extrêmement inspirant, extrêmement enthousiasmant. Merci beaucoup. Tu l'as souligné juste avant nous, il y avait une table ronde sur les questions de décarbonation de la mobilité dans la culture, etc. Donc plutôt le côté, le fait que la culture a, comme les autres secteurs, besoin de changer les moyens matériels, physiques qu'elle mobilise pour des raisons de responsabilité, aussi pour des raisons de risque. Si je mobilise des énergies fossiles et que ces énergies ne sont plus disponibles demain, mon activité est exposée à un risque de rupture et on l'a bien connu dans la culture ces 2 dernières années. On a décidé pour cette table ronde de s'intéresser à un autre volet, à un autre versant, un autre aspect de la question, qui est non plus la forme, mais plutôt le fond. De quelle manière est-ce que l'art a un rôle à jouer dans aussi la construction sociale, imaginaire de la transition.
C'est-à-dire vraiment, pourquoi est-ce qu'on a besoin de ce recours à d'autres formes, à d'autres langages. Je prends un exemple qui normalement devrait vous parler, j'espère à tous. Vous avez vu donc le Shift Project a publié le plan de transformation de l'économie française, donc un essai extrêmement sérieux chez Odile Jacob, etc. Et en même temps, il y a eu une bande dessinée qui s'appelle Le Monde sans fin, dessinée par Christophe Blain. Et les deux sont nécessaires, mais la bande dessinée permet de toucher d'une autre manière, soit des personnes qui n'ont pas lu le premier livre, soit des personnes qui ont lu le premier livre, mais qui ont besoin aussi de la BD pour être mobilisées d'une autre manière. Donc on a eu envie d'interroger ça et de se demander, et donc on va peut-être commencer avec Géraldine, pourquoi est-ce que le Shift Project, association d'ingénieurs, passion bilan carbone, passion tableau Excel, s'est dit on va aller créer un concours de nouvelles. Et dans le même esprit, le Shift Project a lancé un festival de cinéma dont on prépare la 3e édition, je crois, qui s'appelle Projection Transition. Donc voilà, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur comment est née cette idée et pourquoi ça vous a semblé indispensable? Merci. Oui, alors je pense qu'il y a 2 aspects qui sont importants par rapport à ça. D'une part, ce que je disais tout à l'heure, de se baser sur les imaginaires pour pouvoir se projeter dans quelque chose de désirable et pas seulement de se dire bon bah mon Dieu c'est horrible, qu'est-ce qu'on va devenir? Du coup, le fait de pouvoir s'imaginer quelque chose de désirable, toujours, ça nous permet d'avoir envie de le faire et de passer à l'action. Il y a cette chose-là d'un côté, et d'un autre côté, peut-être aussi l'émotionnel, qu'on ne prend pas du tout en compte dans le PTEF, par exemple, et qui est un bon moyen de passer à l'action, je pense, parce que c'est ce qu'on voit dans Le Monde sans fin, par exemple, où on voit l'auteur qui se morfond et qui se pose plein de questions. C'est des choses par lesquelles on a tous pu passer, j'imagine. Donc on se reconnaît et on l'accompagne et on se dit tiens, moi aussi je pourrais faire ci ou ça et suivre son chemin. Donc je pense que c'est ces 2 aspects-là qui sont importants finalement et que l'art permet de faire ressortir, alors qu'une analyse froide des émissions de CO2 ne fait pas ressortir. Merci beaucoup. Et du coup, Ariel, quand on s'est rencontrés et qu'on a commencé à échanger autour de ta nouvelle, tu me disais, tu es donc ingénieur à 3/4 ou 4/5 de ton temps, et puis tu as ce besoin, cette envie d'avoir un autre espace d'expression pour faire passer des choses complémentaires à ton travail d'ingénieur. Est-ce que c'est quelque chose dont tu peux parler un peu? Oui, alors en 2-3 phrases sur l'historique, on va dire, au début j'étais plutôt côté production, comment on maîtrise la production d'énergie renouvelable, avec des mathématiques, comment maîtriser l'intermittence, mettre du stockage, comment être dans le côté production. Et puis on s'est rendu compte qu'on avait des problèmes, notamment en France, pour montrer pour financer nos activités de stockage, on en avait besoin, mais les marchés n'étaient pas prêts, il y avait des contraintes réglementaires, tout ça. Et du coup, on est allé un peu plus loin, on a dit, ok, mais les gens, ils se rendent pas compte qu'on en a besoin, ok, parce qu'ils ne le voient pas. Du coup, on a fait une entreprise qui s'appelle Voltaire, qui est le premier fournisseur 100% vert, non, pas 100% vert, justement, 100% transparent, et qui montre au pas de temps demi-horaire la vraie consommation, qui ne sont pas les garanties d'origine. Je ne vais pas faire un cours sur l'électricité, mais les garanties d'origine ne sont pas de temps mensuel, et en gros, on peut consommer du solaire la nuit, avec des garanties d'origine. Et Enercop, tout le monde connaît, qui est super, hein, ils font un super travail, mais ils font des garanties d'origine, comme tout le monde. Et donc l'idée, c'était de montrer vraiment cette côté... alors pourquoi je vous parle de ça? C'est que du coup, je suis passé du côté... on est allé du côté consommateur, montrer aux consommateurs que voilà... il va falloir mettre des flexibilités. La nuit, je vous vends du nucléaire, je vous le montre, pas de souci, je suis pas 100% renouvelable. Mais à ce moment-là, je me suis dit, mais attends, c'est un peu bizarre. Du coup, maintenant, je vois qui consomme, j'ai des consommateurs, j'ai des gros clients, mais en gros, je peux fournir. Alors, je vais être un peu rigolo, on va dire. Je peux fournir des serveurs informatiques pour produire des contenus de streaming, notamment du porno, qui consomment quand même assez beaucoup de quota CO2. Faut voir que le porno, c'est fait rigoler comme ça, mais la consommation de porno, c'est un quart des vidéos sur Internet. Ça correspond à l'empreinte CO2 de la France. C'est pas bon. Alors, c'est pas quand même anodin non plus. Et je me suis dit, avant j'étais côté producteur, c'était facile de dire, c'est pas mon problème, en gros. Maintenant, je suis consommateur, je suis allé voir mon boss, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, mon boss, il est très sympa, mais bon, c'est pas si simple de refuser des contrats. Et puis, Et du coup, là, dans ce cas-là, je me suis dit, je suis limité, voilà, bon, mon rôle s'arrête là. C'est quand même déjà pas mal ce qu'on fait. Mais du coup, c'est pour ça que je mets ma deuxième casquette à ce moment-là.
Et je me dis, bah, je vais trouver un truc pour parler de ça, quoi, parce que là, finalement, c'est pas une contrainte scientifique, de technique. À la rigueur, c'est une contrainte technique pour des régulateurs, tout ça, mais bon, faut que la société soit prête, quoi. Je veux dire, si Macron dit demain, on interdit le porno, je sais pas si des gens vont être dans la rue ou pas, je sais pas. Faudrait lui demander. Mais il faut savoir que c'est quand même un enjeu qui touche beaucoup de personnes, beaucoup masculins. Du coup, je me suis dit, bah, on va faire un truc marrant là-dessus pour parler de ça, parce que les gens en parlent pas. Et du coup, je me suis dit, bah, imaginons, voilà, qu'est-ce qui se passe si on met des quotas sur le porno? Est-ce que on... Imaginons que, voilà, on va réduire. Parce qu'en fait, finalement, le monde de demain, c'est un monde de compromis, un monde où on choisit ce qu'on fait. Si on veut avoir du porno en 4K, bah, y a pas de souci. Mais ça consomme, quoi. Et est-ce qu'on préfère pas aller à l'opéra, par exemple? Enfin, mais bon, c'est pas, ça, et ça peut être les mêmes personnes qui vont. Je veux dire, y a pas. Mais du coup, finalement, est-ce que du porno en Full HD, c'est pas bien, si je veux dire. Est-ce que on peut aller plus loin? Est-ce que quand on commence à regarder une vidéo de porno, faut pas la terminer? Est-ce que parce que on l'a chargé sur son ordinateur, bon, on force le gars à jusqu'au bout. Et dit voilà, tu l'as téléchargé là, faut que tu la regardes. Voilà. Pas de chance, c'était un film d'1 heure et demie. Bah, plus loin, à 18 ans, on reçoit une lettre du ministère de... Je vais me couper. À 18 ans, on reçoit une lettre de l'État qui dit, bah, vous avez le droit de mettre des sextapes sur Internet. Et on est tiré au sort, et du coup, bah voilà, c'est super. Réglementer, mettre un quota sur les actrices porno, comme ça, il y aura moins de cul sur Internet. Ça résout un peu le problème. Enfin, du coup, on questionner de côté absurde, voilà, ça permet d'y réfléchir et de se dire, bah voilà, à quel moment on met le curseur. On peut aller encore plus loin. On peut dire que la petite fille qui a eu, enfin la petite fille qui a 18 ans, qui a mis son film sur Internet, il va être supprimé parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui le regardent et du coup c'est dommage de stocker ça. Du coup elle va voir sa grand-mère, elle lui dit mais s'il te plaît regarde ma vidéo, mets-moi un clic parce que sinon elle va être supprimée. Ah, bref, bon, voilà, tout ça pour dire. Voilà, j'espère que vous avez donné envie de la lire, hein, celle-là. Bon, du coup tout ça pour dire que passer par l'art, pour moi, ça devient essentiel et ce qui me permet de passer par l'absurde, de passer par quelque chose qui soit pas frontal. Voilà, ça me paraît, pour pas cliver, ça me paraît essentiel maintenant dans le. Il faut faire peut-être peur d'un côté, mais la peur, c'est pas forcément la bonne. Ça fiche plutôt les esprits. Greenpeace, enfin toutes les associations qui font ça depuis très longtemps, ben voilà, ça n'a pas marché non plus foufou. Ça marche un peu, hein, il faut peut-être continuer à le faire. Je dis pas que j'ai la solution, mais je dis que passer par des choses plus marrantes. Et en parler beaucoup, en fait. En le mettre de partout. Pour moi, ça serait avoir... Il y a très très peu de films qui traitent d'écologie, d'anticipation actuellement, à part les films catastrophes scientifiques, et le concours de nouvelles est super pour ça, parce que du coup, il faut en parler tout le temps, parce que c'est quand même... Enfin, c'est pas tout le temps, pas tout le temps, ça va. Mais souvent, par rapport à l'enjeu, pour se le mettre en... Désolé, c'est bon, j'ai fini. Merci. Alors, je pense que c'est la transition la plus difficile de l'histoire de la transition de la table ronde. Non, merci beaucoup. Ce que je retiens donc, c'est ce détour par l'absurde, par l'humour, pour faire vivre des sujets dans l'espace public. Et donc, en fait, c'est vraiment complémentaire. C'est la mission du Shift qui dit on veut faire exister ce débat, ces questions sur, en plus, l'articulation entre choix technique et choix d'usage. Et donc, toi, ton idée, c'est donner envie de parler de ces mêmes sujets, mais qui en réalité peuvent être trop techniques, sous un angle... humoristique ou à travers le concours de nouvelles, comment on parle joyeusement de ces questions et comment on les ramène aussi à notre vie de tous les jours. Comment on traduit ça de manière très très concrète, parce qu'effectivement on parlait d'arbitrage nucléaire ou d'arbitrage énergie renouvelable, c'est très abstrait, et là on a un exemple vraiment ramené à notre échelle et donc on peut toucher du doigt les conséquences. Raté. Je ne vais pas faire de transition, les plus âgés se rappelleront de la marionnette des Guignols qui disait sans transition. Raphaël, on a parlé de ça aussi quand tu nous parlais de la tournée, où tu disais qu'au-delà de la forme, vous avez cherché aussi à travailler le programme pour parler du sujet, pour créer quelque chose de commun avec le public. Est-ce que tu veux en dire un mot ? Volontiers. Alors, dans le répertoire classique, la notion de CO2, curieusement, n'apparaît pas. Il n'y a pas eu la symphonie 440 ppm de Ludwig van Beethoven n'existe pas. Pas encore. Non, pas encore. Mais par contre, nous, on va faire une production. Hein. Werther, t'es metteur en scène. Hein. C'est gilet jaune. Hein. Faut que tu réfléchisses. Hein. Alors, non, le répertoire, évidemment, l'idée, la première chose sur laquelle les artistes, comme on le disait tout à l'heure, peuvent travailler pour réduire l'empreinte, c'est évidemment le voyage.
Et le voyage, ça a toujours été un sujet d'inspiration. On a choisi cette année une symphonie emblématique du voyage, c'est la symphonie italienne de Mendelssohn. En plus, Mendelssohn, c'est un très beau personnage parce qu'il était dans un universalisme, il s'est converti au protestantisme parce qu'il était persécuté, mais au fond, c'était une figure brillantissime du type qui est allé aussi en Écosse. Enfin, il a fait le tour de l'Union européenne bien avant l'heure, et donc en revenant d'Italie, il pond cette symphonie. Et on est parti de cette œuvre, mais on a aussi habillé et varié les programmes avec des choses plus ou moins légères. Et donc, alors, il fallait s'adapter parce que 15 musiciens, je peux vous dire qu'à vélo, c'est déjà quelque chose. On a eu des carrioles sur mesure. Et vélo électrique, les Alpes, on a eu une montée à 17%. Enfin, ça a vraiment été quelque chose. En vélo musculaire, c'était hors de question. On en a fait d'autres, des projets à vélo sur du plat, en général en ville. Il y a eu une grande manifestation à Paris en octobre dernier qu'on va répéter. Une autre à Lille tout récemment. Mais pour cette tournée-là, le programme, donc j'ai fait des adaptations pour 15 musiciens. La symphonie de Mendelssohn, au départ, c'est plutôt pour 40 musiciens. Donc il faut réduire la voilure, si je puis dire. Donc il faut trouver une manière de garder la pertinence et l'éclat de l'œuvre. Et peut-être même que ça va donner encore plus d'accroche de par la contrainte. Et ça, c'est vraiment la grande leçon de toute cette aventure, c'est que la contrainte nous a fait atteindre des objectifs qu'on ne s'était pas fixés. Et certains objectifs qu'on s'est fixés, on ne les a pas atteints, et ça, c'est assez génial de se rendre compte qu'en fait, la symphonie de Mendelssohn pouvait sonner d'une certaine manière plus jeune, plus dynamique, plus audacieuse qu'avec un gros orchestre un peu lourd, qui fait chaud, qui fait vibrer un peu les boyaux, mais c'est pas la même chose. Là, c'était très très pointu, c'était un peu du cristal, donc il faut être très précis, et je dois dire que les musiciens ont joué le jeu à merveille. Parce qu'il fallait pédaler aussi entre les concerts. Et parfois, on se levait très tôt pour partir du camping. Il fallait faire un premier concert avant le déjeuner, donc il fallait avoir bien géré le métabolisme. Et puis après la petite sieste, et puis 2 heures de vélo avant un concert le soir. C'était très physique. On est rentré bien fatigué. Et j'ai habillé ce Mendelssohn d'une pièce de Chabrier qui s'appelle le Cortège burlesque pour 4 mains, pour piano. Donc je l'ai orchestré en faisant un peu marrer les gens, en transformant les parties de percussion pour que de temps en temps on entende un quadrille français bien lourd, Napoléon III, et puis à la reprise on l'entend en version Charleston américaine, années 20, pour que les gens aussi entendent des choses différentes, peut-être plus accessibles, parce qu'on a touché des publics, comme je disais tout à l'heure, qui n'ont rien d'un public classique. On a même été incroyablement accompagné par des clubs entiers de cyclistes. Rendez-vous compte, des gens qui sortent tous les week-ends en habits orange fluo avec leur cuissard depuis des décennies et qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle de concert. Et là, d'un coup, ils se retrouvent avec des violons devant eux, ils se demandent qu'est-ce que c'est que ça. Et ils ont découvert Francis Poulenc, Mendelssohn, comme je disais. On a une petite polka de Joseph Strauss qui s'appelle Vélocipède. Donc ça, c'était les années 1870 à Vienne, où dès que quelqu'un inventait un nouveau truc, ça pouvait être le gaz de ville ou ça pouvait être le vélocipède, hop, on pondait une valse ou une polka en son honneur. Donc on a les rares choses qui existent dans le répertoire, évidemment, on est allé les chercher. Mais vous me voyez venir avec mes gros sabots, l'hymne, l'immanquable, l'inratable de la tournée, c'était évidemment Yves Montand à bicyclette. Et à bicyclette, ça, on peut dire qu'on a fait chanter peut-être plusieurs milliers de personnes qui ont chanté à bicyclette, tout cumulé, parce qu'on l'a joué au moins 2 fois par jour pendant 15 jours. Et le bouquet final, c'était à Genève en arrivant, le Victoria Hall, toutes ces grandes fortunes suisses qui viennent d'habitude écouter l'orchestre de chambre de Genève avec qui on avait fusionné pour l'occasion et qui ont chanté à bicyclette avec nous. On avait mis les carrioles sur la scène. Enfin, il y avait un côté. D'ailleurs, voilà, on les voit peut-être tout en haut derrière l'orchestre, les carrioles, je sais pas. Non, on les voit pas. Mais il y avait ce côté. La forme et le fond se sont confondus, c'est-à-dire qu'on a fini par se rendre compte que le fait de se déplacer à vélo, en soi, c'était presque aussi une œuvre d'art, en réalité. Puisque le message intérieur du répertoire qu'on aurait pu jouer sans faire de vélo, c'est de la musique tout à fait préexistante, et le fait qu'on se soit déplacé à vélo, ça modifiait aussi la perception du concert. Le concert est beaucoup plus léger, on s'amusait parfois à ce que l'orchestre prenne place et que moi ensuite qui dirigeais l'orchestre, j'arrivais le dernier avec le casque sur la tête et sur un vélo bien sûr, avec 3 coups de klaxon. Et donc cet aspect assez ludique, ça rejoint ce que tu disais sur l'humour. Je crois qu'on a réussi, sans être trop sûr que c'était la meilleure stratégie, mais on a quand même réussi à faire passer un message de décarbonation, je ne sais pas quel est le terme officiel ici, sans faire une conférence sur les ratios, les quotas, les dépenses, etc. Alors ça reste une question ouverte. Est-ce qu'un projet comme ça, qui est évidemment un projet de musique à la base, est-ce qu'il faut qu'on rajoute à ça un volet scientifique pour les auditeurs que ça intéresserait particulièrement? C'est-à-dire, est-ce qu'on amène dans nos carrioles un conférencier en plus ou pas? Ou est-ce qu'on laisse ça aux professionnels?
Ça, c'est la question. Peut-être vous avez une réponse. C'est une question que vous vous posez actuellement en interne? Oui. Ok. Alors moi, j'ai pas de réponse et on pourra peut-être reposer la question de manière ouverte sur le temps d'échange avec le public. Sébastien, est-ce que tu as envie de réagir sur cette question ou est-ce que... Oui, ça rejoint un petit peu mon parcours dans le sens où les premières années de ma carrière, j'avais pas vraiment envie de prendre de parole publiquement parce que je me disais, quand je vais voir un spectacle sur scène, j'aime bien pouvoir me projeter dans l'artiste qui est en train d'interpréter, je sais pas moi, Cyrano ou Werther ou autre. Et je me disais, si je sais que cet artiste pense ça ou est engagé politiquement, de droite, de gauche, peu importe, finalement ça freine un petit peu mon expérience de spectateur. Et du coup je me disais non, finalement l'artiste doit être neutre. Et puis est arrivé ce déclic, cette accumulation où je me suis dit non mais en fait ne rien dire en soi c'est un acte politique. Donc du coup bon, autant devenir ce côté green tenor et l'assumer. Alors ça joue des tours, hein, faut pas se leurrer. Moi je suis un peu là comme ça, on rigole, c'est sympa, mais c'est quand même, il y a un côté là on est quand même un peu des pionniers, hein, c'est-à-dire qu'on essuie un peu les plâtres. Moi cette saison j'ai dû à peu près réduire de 30-40 heures d'avion, je suis en train de faire les calculs là, enfin balayer, hein, donc ça veut dire autant de contrats ou repenser la saison différemment, ce que disait tout à l'heure Raphaël, les agents, les conceptions, les théâtres qui jouent le jeu ou ne jouent pas le jeu, c'est aussi parce que quand vous faites l'essentiel de votre carrière à l'international et que du jour au lendemain vous dites bon, je vais essayer de repenser mon réseau plus au niveau national, et si le niveau national ne joue pas le jeu, vous comprenez vite que ça va vite être compliqué à la fin du mois. Donc l'équation n'est pas simple, on a un moment charnière, c'est vrai que je ne peux pas dire qu'il y a des initiatives, mais on n'est pas encore pleinement dans les bons ordres de grandeur, hein, faut pas se voiler la face, hein, il y a des initiatives très fortes, des opéras aussi qui s'engagent fortement. On n'est pas encore complètement, je vais être tout à fait honnête, hein, on n'y est pas encore, hein, clairement. Mais bon, voilà, c'est pour dire que en tant qu'artiste, oui, ça m'a posé ce problème de est-ce qu'on doit être plus engagé scéniquement, et ça rejoint ce que tu disais, Raphaël. Je crois profondément que demain, le spectateur, on voit, il y a un gros problème là, en ce moment qui fait débat au ministère de la Culture, c'est la fréquentation des salles qui devient absolument volatile. Tout le monde a les bras ballants, on ne sait pas ce qui se passe, il y a des nouveaux usages qui sont développés pendant le Covid, et tout le monde angoisse un peu parce qu'il y a des réductions de 10, 20, 30% de fréquentation. Moi, je crois profondément que dans les années à venir, alors tout à l'heure je disais diviser par 5 les empreintes ou 5 fois moins d'opéra, etc. Je crois aussi, et j'en parle dans le Biopéra, parce qu'il y a une des plus grandes études d'éco-anxiété chez les jeunes, mais aussi de nouvelles valeurs post-Covid, que demain, entre un spectacle qui fait l'effort des artistes, une production, une direction, d'un spectacle raisonné et qui a une attention spécifique et qui la défend, qui de manière très transparente, ce sera peut-être pas parfait, peut-être pas complètement décarboné, mais avec des efforts concrets, et un autre qui s'en fiche, mais royalement, et qui ne fait aucun effort, je pense que le public va, je l'espère en tout cas, va aussi plébisciter ce genre de spectacle, parce qu'on ne peut pas continuer en tant que spectateur, alors je ne veux pas réduire une expérience musicale à ça, mais créer des spectacles qui, en soi, par spectateur, représentent plusieurs centaines de kilomètres en voiture, il faut aussi se poser la question de qu'est-ce qu'on va regarder concrètement comme spectacle vivant. Et là, c'est un peu un pavé dans la mare. Alors, c'est important de créer des imaginaires pour faire des chocs, mais j'aime bien cette expression un peu anglaise qu'on pourrait traduire, qui est pratique ce que je prêche. C'est-à-dire que sur scène, on montre des choses, effectivement, des nouveaux imaginaires, un futur désirable, mais c'est aussi, en tant que monde du spectacle, en coulisses, les pratiquer tout autant, en tout cas. Alors, pour le coup, la transition est parfaite. Merci beaucoup, Sébastien. Un des grands sujets de réflexion au Shift Project et dans le plan de transformation de l'économie française, c'est l'impact sur l'emploi et l'évolution des métiers, l'évolution des compétences, voilà, la transformation dont on va avoir besoin. Nos métiers culturels sont en train de se transformer. Est-ce que, alors je m'adresse peut-être plus spécifiquement à Sébastien et à Raphaël, mais quelles évolutions est-ce que vous voyez, quels besoins d'évolution, quels nouveaux savoir-faire, quels nouveaux métiers est-ce que on va avoir besoin là dans les années qui viennent comment on peut accompagner cette transition, etc. Alors, je ne vais pas monopoliser, je vais faire très rapidement. Il y a des initiatives qui naissent vraiment partout. On a parlé d'Arviva, là je vois un représentant de Cagibig qui est implanté à Lyon, qui est en train de développer tout un concept de coopération sur... alors on peut le déplacer sur les décors, mais c'est à un moment donné de plus créer des chaises, mais
plutôt traiter la fonctionnalité des chaises et se les partager entre nous. Enfin bon, vous irez voir leur site, ils expliquent ça beaucoup mieux que moi, mais c'est pour dire qu'il y a des choses qui ont lieu. Moi, la transformation la plus probante, outre l'aspect énergétique d'un bâtiment, la sensibilisation de la mobilité du public avec, oui, des billets un peu qui indiquent que s'ils étaient venus comme ça ou autrement, voilà, effectivement, ça c'est un vrai besoin. Je pense que après, tous les secteurs doivent faire leur part, c'est-à-dire que si demain on se dit, voilà, il y a un effort sur la mobilité des personnes en général, forcément ça va impacter la mobilité pour venir au théâtre. Je crois que l'enjeu, en tout cas en ce qui concerne l'opéra, c'est clairement la mobilité des équipes artistiques et aussi la scénographie. Alors la scénographie, il y a des outils, là je viens d'en parler, de la coopération, la fabrication d'éléments, de structures de décors standards pour réduire le nombre de conteneurs qui doivent se déplacer, etc. En termes je prends un exemple tout bête à l'opéra, mais qui pour moi, en 2022, devient complètement ahurissant. L'exemple des auditions, que ce soit pour l'orchestre ou pour les artistes, c'est-à-dire que chaque année, vous avez des milliers d'artistes qui voyagent à travers le monde pour auditionner dans un théâtre, alors qu'on sait pertinemment qu'il va y avoir un seul poste, mais vous avez plusieurs dizaines d'artistes qui viennent pour ce rôle et qui font des voyages. Alors ça peut être un musicien d'orchestre qui vient passer un concours, etc., mais vous avez des concours d'orchestre, vous avez une centaine de candidats, alors tout le monde ne vient pas des États-Unis, mais quand même à l'arrivée, voilà. Donc ne serait-ce que par exemple le recrutement même artistique, au-delà de comment on va repenser nos castings, nos distributions. Alors on a la chance, la France, d'être au cœur de l'Europe, donc c'est vrai que tout ce qui est un casting raisonné, qu'on pourrait dire un réseau ferroviaire, en tout cas, voilà, ne serait-ce que européen, il y a déjà de quoi faire dans le milieu de l'opéra. Mais voilà, c'est des exemples qui nécessairement vont nécessiter des outils, de repenser nos usages un peu différemment, nos recrutements aussi. Il faut se poser les questions. Moi, je crois que l'avantage, c'est que ça ne change pas le cœur de notre métier, c'est-à-dire que recruter un artiste qui vient d'Angleterre, qui vient en Eurostar ou qui traverse le monde, il va chanter de la même manière. Peut-être qu'il lui faudra une petite nuit supplémentaire pour se reposer. Je le sais parce que je l'ai éprouvé, c'est-à-dire que vous faites le choix d'aller faire une audition en train au lieu d'aller en avion, vous y arrivez crevé, vous foirez votre audition, vous repartez, vous avez perdu de l'argent, du temps. Enfin, je veux dire, c'est pas facile, hein, mais il faut que tout le monde joue le jeu. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque de Mozart, finalement, l'opéra il était décarboné. Et moi, j'aime bien cette image. Alors, je ne dis pas qu'il faut revenir à la bougie, mais Mozart, on le considère comme un génie et pas comme un crétin. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce qu'on est décarboné qu'on n'est pas capable d'avoir l'excellence musicale et des émotions sur scène qui transportent tous les publics. Et c'est cette idée qu'il faut garder, c'est-à-dire que le cœur de métier ne va pas changer, mais c'est juste nos usages, et pour ça, il faut le vouloir. Voilà. Merci beaucoup, magnifique. Raphaël, on avait échangé quand tu nous as parlé de la préparation de Accordez vos vélos. Tu nous as parlé de toute la partie invisible sur scène, du travail de montage de la tournée, de l'équipe de production, d'organisation, la manière complètement différente d'aborder cette tournée. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Oui, alors justement, partons encore de la question du voyage. Quand un agent, de manière traditionnelle, monte une tournée d'artistes, en gros, il a un gros fichier, un gros carnet d'adresses. Il envoie à tout son carnet d'adresses en même temps, j'ai tel artiste qui fait telle production dans la période avril 2022. Servez-vous, premier arrivé, premier servi. Et ça donne les tournées à l'ancienne, c'est-à-dire Londres, Bilbao, Hambourg, Madrid. Voilà. Au lieu d'essayer de rationaliser, de faire Madrid-Bilbao en train d'abord, ensuite de trouver une date quelque part en France. Et ça, c'est ce qui est possible en Europe parce que, comme tu disais, il y a beaucoup de trains. Bon, là-dessus, les agents font du chemin. Mais c'est encore lent. Nous, on peut se targuer quand même d'avoir fait bouger les lignes. On est même arrivé à l'excès inverse, c'est-à-dire que maintenant, les agents nous proposent que des trains. Et ça donne des tournées où il faut se lever à 4 heures du mat, 4 jours de suite. Donc ça va pas non plus. Mais bon, on fait des progrès. Pour la spécificité de la tournée Accordez vos vélos, la première étincelle, c'est la MC2 de Grenoble qui nous a invités il y a 1 an et demi. Et là-dessus, on s'est dit formidable, une résidence, un programme thématique sur l'écomobilité parce que ça rentrait dans leur thématique de saison. Et moi, première réaction, je dis super, on monte un orchestre pour ça, on va faire du vélo à Grenoble, mais on va pas faire du vélo, on va pas tourner en rond à Grenoble. Il faut au moins qu'on trouve un point d'arrivée. Il faut qu'on fasse un petit tronçon. J'étais loin de m'imaginer que ça prendrait cette dimension, mais j'imaginais peut-être un terminus à Montmélian, par exemple. Ça aurait déjà été quelque chose. Sauf que j'avais pas compris que j'étais tombé sur un génie de la production et de la cyclo-logistique qui s'appelle Robin Ducancel,
et qui est devenu le directeur des forces majeures. Et Robin, lui, il avait un bon carnet d'adresses à Genève. Donc il a carrément tout de suite pris contact là-bas. Et on s'est retrouvé avec un alpha 12 avril à Grenoble, un oméga 24 avril à Genève. Et ça, quand vous prenez des musiciens professionnels intermittents à qui il faut c'est très dur de recruter des musiciens pour 15 jours, a fortiori quand il faut qu'ils soient d'accord pour faire du vélo et pour partir un peu à l'aventure quand même. Donc là, le recrutement, j'ai eu des sueurs froides, mais on s'en est sorti. Et d'ailleurs, là aussi, la contrainte a augmenté la qualité. C'est que quand le musicien dit oui pour un truc comme ça, je peux vous dire que c'est pas n'importe qui. Et on a découvert des musiciens extraordinaires grâce à la contrainte, je le répète. Mais, bien sûr, dans un timing qui n'est pas du tout orthodoxe, trouver du boulot sur le chemin entre Grenoble et Genève, vous avez quoi comme grande ville qui peut financer une résidence, qui peut disposer d'une scène nationale et tout ça. Ça a été un peu difficile, on a pris des rendez-vous, on a rencontré des élus, et finalement personne n'a vraiment dit ok, Banco, je prends, je deviens votre étape à mi-chemin, je finance votre manque. Donc on a réduit les budgets drastiquement, et c'est là que le génie de Robin dont je parlais tout à l'heure a fait des merveilles, c'est que lui, il a le savoir-faire de terrain. Il sait exactement comment parler à des gens qui n'ont peut-être jamais reçu un ensemble de musiciens classiques ou autres d'ailleurs, dans des petits villages. Il a envoyé le même message à 200 communes sur l'itinéraire, sur un rayon cyclable, en déviant peut-être de 20 km de l'itinéraire central. Et il s'attendait à recevoir 5 ou 6 réponses et à tricoter avec ça. Mais non, l'ère du temps a changé, il a eu 50 réponses. Ça veut bien dire que ce soit dans la profession ou dans la société civile, les gens comprennent qu'une initiative comme ça, qui est quand même avant tout audacieuse, ou en tout cas peut-être un peu burlesque, encore une fois, mais malgré tout ça porte bien des valeurs, il n'y a pas besoin de faire un dessin, une tournée d'orchestre à vélo, les gens comprennent bien qu'il y a un truc un peu réinvention post-Covid, écologique, et ce que vous voulez. Et avec ces 50 réponses, il a tricoté une tournée dans laquelle personne ne donnait d'argent, mais chaque commune qui recevait l'orchestre donnait à manger, financer l'hébergement, assurer le minimum de prestations techniques, recharger les batteries des vélos électriques, les stocker pour la nuit, etc., etc. Et alors là, je peux vous dire qu'il a bossé comme un fou. On l'a rattrapé plusieurs fois du burn-out. N'empêche qu'il a réussi son pari et que la tournée est arrivée à l'équilibre financier, ce qui est une prouesse exceptionnelle. Et je dois dire, j'en profite aussi, que pour l'instant, il y en a d'autres, heureusement, et ça va se développer parce que finalement, on se rend compte que c'est quand même faisable. Évidemment, c'est farfelu, évidemment, c'est pas les grandes tournées de l'ancien temps, mais bon, c'est fini, de toute façon, tout ça. Mais les professionnels, et surtout en Allemagne, qui est un pays quand même très en avance sur la sensibilité au vélo, les villes allemandes ou néerlandaises d'ailleurs, ou danoises, sont beaucoup plus habitués aux pistes cyclables que chez nous. Chez nous, c'est maintenant que ça se passe, cette vélorussion. Mais en Allemagne, on a reçu, peut-être, je ne veux pas exagérer, mais déjà 4 ou 5 invitations de festivals qui ne nous invitent pas parce qu'on est musicien, qui nous invitent parce qu'on est musicien et qu'on vient faire du vélo. Ça, c'est quand même un truc, je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Et donc, il faut faire très attention là, parce que on ne doit jamais, je pense, et tu seras d'accord avec moi, notamment pour les questions de casting et de rôle, c'est quand même, Sébastien, il présente les choses avec exigence, mais moi qui suis aussi chef d'orchestre, je peux vous dire que quand vous auditionnez des chanteurs, ça va être difficile de se dire, bon, lui, il a clairement pas trop la voix, ni la tronche, ni la psychologie pour le rôle, mais comme il vient de la ville à côté et que ça va pas faire d'empreinte carbone, bon, bah, je vais me débrouiller, on va le briefer avec le metteur en scène. On a quand même envie, on vise un idéal, on est des artistes, et ça, c'est un truc, c'est non négociable, sinon on change de métier tout de suite. Donc là, il va y avoir la grande question. Les mutations sont en cours, elles sont amorcées. Tous ces festivals dont je vous parle en Allemagne, on va essayer d'y aller, on va essayer de leur tordre un peu le cou, de leur dire non, on vient pas pour juste que vous cochiez votre case de greenwashing auprès de vos financeurs. Parce que c'est ça le problème, s'ils ont des tutelles. Les tutelles demandent un peu du crédit. Mais si c'est juste parce qu'on vient faire 3 tours en vélo et qu'on rentre chez nous, ça rime à rien. Donc il faut que artistiquement ça tienne vraiment le niveau. Et il faut que, effectivement, du point de vue de l'aspect scientifique, il faut que ce soit aussi tangible. Je crois que ça va prendre du temps. Mais chaque tournée sera un nouveau modèle en réalité. On va pas dupliquer. Ça va pas être possible, ça. On s'adapte à la topographie et aux populations qui nous reçoivent. Merci beaucoup. Est-ce que l'un de vous souhaite réagir sur ce qui vient d'être dit? Je vois Juste sur les castings. Non. C'est pour ça que je parle d'un casting ferroviaire et qu'on a une chance en France. Moi, je vais chanter jusqu'au nord de l'Angleterre en train ou même en Allemagne. Et voilà, c'est pour dire que c'est pas forcément local non plus, mais que voilà,
utiliser un petit peu tous les outils qui sont à notre disposition pour réduire drastiquement l'empreinte carbone. Et on a cette chance d'être au cœur de l'Europe. Ça serait quand un artiste vient de loin, moi je suis pas du tout contre, moi je suis pour s'ouvrir sur le monde mais sans lui nuire. C'est vraiment cette idée-là, continuer de s'ouvrir au monde sans lui nuire. Et je suis tout à fait OK que Jonas Kaufmann, Roberto Alagna fassent le tour du monde. Évidemment, il faut qu'ils continuent à le faire, mais c'est de se dire, quand on y va, de rendre le déplacement plus efficace. Il faut arrêter cet aspect de se dire, j'y vais, je prends l'avion, je fais 10 heures d'avion, je fais un one-shot comme on dit, je fais mon concert, je repars le lendemain. Mais c'est comment je viens, comment je suis, on parlait de territoire, mais comment je prends le temps de discuter avec le territoire. Est-ce que c'est une masterclass? Est-ce que c'est faire un atelier? Est-ce que c'est aller rencontrer, je sais pas, une crèche? Enfin, moi, je fais des interventions en crèche, en EHPAD. Enfin, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça. En fait, ça nous nourrit aussi en tant qu'artiste. Des fois, vous enchaînez les productions, vous êtes sur scène, les rôles, vous mangez la répétition d'orchestre, vous avez une vie de saint parce que la voix, il faut la protéger. Mais aussi d'avoir des petites pauses comme ça dans la saison ou des petits à côté avec une autre attention des personnes, que ce soit des nouveau-nés ou en EHPAD, en hôpital, etc. Ben, ça vous apporte aussi autre chose, et quand vous retournez sur scène 15 jours plus tard, ben, vous êtes quelqu'un d'autre quand même, vous êtes nourri aussi de cette énergie-là. Donc voilà, c'est comment on rend ces déplacements plus efficaces, continuer sans doute à travailler, mais peut-être rallonger nos résidences pour avoir une relation de territoire beaucoup plus qualitative. Merci beaucoup. Il nous reste autour d'un quart d'heure, et je pense que probablement vous avez envie d'échanger avec nos invités. Est-ce qu'on a quelqu'un qui peut, est-ce que tu peux nous donner un coup de main sur les questions? Ce qu'on vous propose, c'est qu'on va, si vous le souhaitez, si vous avez des questions à poser, on va en prendre 3 et on va prendre les 3 maintenant. Comme ça, on saura le temps qu'on dédie à chaque question, etc. Et on va se donner une règle, c'est qu'on veut qu'il y ait au moins un homme et au moins une femme qui posent des questions. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On en a une ici. S'il n'y en a qu'une, on en prend qu'une et ça nous laisse plus de temps. Mais il nous faudrait une femme pour faire... Merci. Est-ce que... Oui, ça marche. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur un des points qui a été évoqué, c'était savoir en fait quelle partie dédiée à l'explication de la nécessité de faire votre, par exemple, tournée en vélo. Est-ce qu'il faut essayer de voir juste un peu l'aspect ludique ou est-ce qu'il faut mettre aussi du scientifique? Et à titre personnel, je suis allée voir récemment Jean-Christophe Spinozzi qui a à peu près la même démarche et qui fait donc l'overview effect. L'overview effect, c'est ce que décrivent les personnes qui sont allées dans l'espace quand ils voient la Terre vue de l'espace, et ils disent en fait à partir du moment où on se rend compte qu'elle est si petite dans l'immensité, on a envie de la protéger. Et son but, c'était de se dire, moi je vais essayer d'allier ça avec la musique. Donc en gros, il joue les 4 saisons de Vivaldi, 4 saisons, les éléments de la météo, du climat, et justement il projette les 4 saisons en 2000, à différentes époques. En fait, il fait 2050, 2100, 2200, je crois. Et on voit le climat qui se dégrade, et en même temps, il projette des images de la Terre prises depuis la station internationale. Donc ça, c'est la partie, on va dire, artistique. Et au début, il a toute une explication scientifique. Pardon. Ouais. Et alors, à titre personnel, je connaissais déjà tout. Et justement, pour les personnes dans la salle qui sont déjà sensibilisées, bah, c'est pas vraiment ce qu'on recherche quand on va faire l'expérience. Donc je pense qu'il y a vraiment, là, en termes de retour d'expérience, une ligne à trouver qui n'est pas si évidente que ça, parce qu'en plus, les artistes, quand ils sont juste artistes, ils n'ont pas forcément, d'une part, la facilité de s'exprimer sur le sujet, et aussi toutes les ressources de communication que je pense qu'il faut savoir déployer, parce que c'est pas du tout... Enfin là, moi, clairement, elle m'a plombée, alors que je suis sensibilisée, je fais plein d'efforts au quotidien, en général, j'arrive à le gérer. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment une ligne assez ténue à trouver, mais pourquoi pas. Merci beaucoup déjà pour votre super table ronde. Je veux dire, bon, je suis assez jeune, mais je participe à pas mal de conférences parce que je suis jeune doctorant. Et c'est rare d'avoir des conférences après manger où je pique pas du nez. Et c'est assez incroyable. J'ai fait que rire. C'était vraiment frais et dynamique. Donc, je tiens vraiment à vous remercier. C'était super. En tout cas, j'ai 2 questions qui sont à la fois dans le côté des récits et à la fois dans le côté de l'art, de la culture que vous représentez ici. La première question, c'est
pour avoir lu des livres qui peuvent parler peut-être à certains d'entre vous, comme Ecotopia ou Le Cantique de l'Apocalypse, qui sont des livres qui repensent un peu notre imaginaire. La première question, c'était comment on va au-delà, parce que moi j'ai déjà fait lire ces livres à mes parents. Ça les a pas. Bon, ils ont dit ok, très bien, c'est un beau récit, mais ça me touche pas plus. Donc comment on fait pour compléter ça? Et l'autre côté, c'était plus dans le champ de la culture, parce que vous êtes quand même dans le champ de l'opéra, de la musique, c'est quelque chose d'assez élitiste. J'ai pas les statistiques des populations et des classes sociales qui vont. Mais comment vous faites réfléchir ces gens qui sont finalement, quand on regarde les statistiques, les plus gros pollueurs, le plus gros problème? Et est-ce que c'est pas, comme ça a été suggéré, de ramener un scientifique? Enfin, comment vous pensez mélanger? Est-ce que c'est la culture qui doit plus s'immiscer? Est-ce que c'est le côté scientifique? Est-ce que c'est le mélange de deux? Bon, je vous laisserai répondre de ces questions, j'ai pas une réponse. Plutôt que d'avoir un conférencier, est-ce que vous pourrez aussi avoir un rappeur climatique comme Baba Brigman, qui est un rappeur canadien, par exemple? Merci beaucoup. Donc, on a un quart d'heure et plusieurs questions. Une première qui est cette question de la médiation, qui est posée par plusieurs manières différentes. Est-ce que c'est un scientifique? Est-ce que c'est un croisement avec d'autres formes artistiques, d'autres esthétiques? Ensuite, il y avait la question d'effectivement, le public de la culture n'est-il pas le plus gros pollueur et comment on traite ça? Et puis la question de la formation. Qui a envie de réagir sur quoi? Moi, j'ai envie de réagir à tout. Ok, alors Ariel a envie de réagir aussi. Alors Ariel d'abord. Vas-y. Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Ah, merci. Non, je vais réagir sur le fait, est-ce qu'on met un scientifique ou pas? Alors moi, je suis scientifique. En fait, ma voix scientifique n'a aucun impact, à mon avis. Et c'est justement ce que je disais avant, tout ce qu'on a essayé de faire depuis 20 ans, pas 20 ans, allez. On va dire un peu après, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui en parlaient déjà, mais ça fait quand même, on va dire, 10 ans, on peut tous être d'accord qu'il y a quand même beaucoup d'énergie de scientifiques qui sont mis autour de la table pour en parler. Et ça fait que braquer les gens, ça sert à rien. À mon avis, actuellement, c'est pas que ça sert à rien, mais c'est pas ça qui va faire le déclencheur, disons. Alors, et à mon avis, ça braque. Du coup, moi, si j'avais un avis à donner, monsieur, j'aime bien donner des avis comme ça, mais ça serait de pas le faire. Mais par contre, de le mettre dedans, un peu plus, avec des façons détournées, parce que faut pas braquer, encore une fois, et quelqu'un qui va dire, et pour rebondir sur madame, reparler du problème global comme ça, frontal, en fait, ça fait mal. Et en fait, l'idée, c'est que ça fasse pas mal, à mon avis. Et de l'incorporer et de sortir de ce côté je suis pas scientifique alors moi j'ai le problème, je suis pas artiste, comment je parle d'art, je suis scientifique, mais justement faudrait que, pareil, les artistes arrêtent de dire je suis pas scientifique, comment je parle de science, quoi. C'est un problème citoyen maintenant, on va dire, de bien commun, tout le monde est légitime pour en parler et il n'y a pas besoin de s'adosser à quoi que ce soit et pour reprendre, ouais, et quand on passe un livre à quelqu'un, en fait ça marche déjà pas en fait. En général, le gars, il te le prend, et puis, tant que c'est pas avec ta personne qui va chercher, qui va, à mon avis, dans le déclencheur interne des personnes, c'est plutôt, à partir du moment où on te dit, tiens, tu devrais lire ça, en fait, déjà, c'est mal parti, quoi. Il faut que ce soit la personne qui a été confrontée, et qui va dire, c'est bizarre ton truc. Porter à réfléchir, quoi. Et à mon avis, ça, c'est le grand enjeu à mettre en place, c'est des artistes, tous les artistes, de amener à se poser la question et pas y répondre, parce qu'en plus il n'y a pas une réponse actuellement, il y a des réponses, il y a des pistes, mais c'est pas comme si on disait bah vas-y prends ton vélo, entre guillemets, c'est parce que toi tu prends ton vélo, mais c'est ce que moi je fais pas. Voilà. Bref, mais ça fait partie des, voilà, ça va pas solutionner le monde, c'est un ensemble un panel, et que tu ailles en vélo justement, ça fait dire tiens pourquoi il vient en vélo, et même si t'en parles pas, tu vois, c'est peut-être même plus fort pour moi.
Parce qu'il dit, pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là? Moi, je pensais plutôt à un clown, en fait, quand t'as dit au début, tu vois. Que tu mettes un clown qui arrive et qui te mette encore plus de bazar, tu vois. Et qui puisse te parler de ça, mais voilà, de manière artistique et pas du tout pour partir sur le scientifique. Non, mais je vous dis, Ariel, c'est un metteur en scène, c'est sûr. Il faut le faire travailler. Ok. Vas-y, Géraldine. Juste pour appuyer ce que tu dis, Ariel, du coup, j'ai un petit commentaire sur le rôle aussi du scientifique qui peut être de cadrer. C'est-à-dire que c'est super l'art, mais si on veut se projeter dans quelque chose de faisable pour 2050 et de cohérent par rapport au PTEF notamment, il faut bien qu'on soit conscient du cadre dans lequel on évolue, au niveau artistique en tout cas, et si c'est pas le cas, on va pouvoir imaginer tout ce qu'on veut, mais rien ne sera vraiment faisable. Enfin, c'est possible de se retrouver avec plein de récits qui soient pas du tout possibles ou cohérents en fait. Et ça peut être un écueil. Et l'intérêt du scientifique peut être de juste rajouter un cadrage commencer par un cadrage et ensuite dire allez-y, réfléchissez. Enfin, c'est un peu ce qu'on a fait dans le concours, mais c'est pour ça que je vends ça. Mais après, je dirais juste, il n'y a pas de bad buzz en fait. Il n'y a pas de bad. Il y a en parler déjà. Et pas restreindre justement, de pas castrer les gens. Désolé, mais. Et le deuxième commentaire que j'avais. C'était sur ce que tu disais aussi par rapport au questionnement. Et c'est vrai que, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on voit bien que l'art va être aussi là pour, sans forcément apporter de solution, au moins dire, regardez ça, on sait qu'il y a des problèmes, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais bon, il y a peut-être ça ou ça, et ça peut être un moyen aussi d'amener les gens à réfléchir, et petit à petit, que les idées fassent leur chemin pour arriver à construire des solutions ou que tous ensemble, on arrive à se projeter et à construire des choses qui soient faisables, en fait, tout simplement. Est-ce que ça vous fait réagir? Ou est-ce que vous voulez aller sur les autres questions? Non, juste en deux mots, je crois que vous avez en fait un peu tous les deux raison, dans le sens où, enfin moi en tant qu'artiste, je le vis comme ça, c'est-à-dire que quand je suis sur scène, il n'y a aucune soirée qui se ressemble et vous avez le chef d'orchestre qu'il faut suivre, sinon il vous fait les gros yeux, vos collègues, il y a des changements, un décor qui n'est pas là, un accessoire qui n'est pas rentré en scène, etc. Chaque soirée est une nouvelle soirée et quand on est, enfin moi, lorsque je suis sur scène, que je chante, forcément il y a l'histoire, il y a l'émotion et en même temps il y a une forme de, comme un mathématicien, une forme de calcul en permanence de comment on va réajuster le spectacle pour que tout se passe bien et tout ça pour rebondir sur ce que vous dites tous les deux, dans le sens où plus il y a de contraintes, quand on est créatif, en tout cas moi je le vis comme ça comme artiste, plus il y a de contraintes, plus on est créatif en fait, plus on réagit. Et tous les scénographes avec qui j'ai pu échanger, ou même d'autres collègues plus créatifs, c'est toujours pareil, c'est-à-dire plus on met de contraintes, plus on va réagir différemment, et c'est ce que disait Raphaël, c'est-à-dire que ça amène même d'autres choses, d'autres réactions. Donc je crois que c'est un peu tous les deux, voilà, pardon, c'est tout. Alors je vous rappelle les deux questions qu'on n'a pas traitées, la question de la formation et celle du fait que notre public est peut-être la part de la population la plus émettrice de CO2. Et celle du rappeur, ouais. climatique. Alors, aussi. vas-y. Le rappeur climatique, c'est peut-être la solution pour les 4 saisons. Parce que les 4 saisons, en fait, ce que Spinozzi a voulu faire, je pense, c'est justement de la sensibilisation au moyen de quelque chose qui est tellement acquis au patrimoine que tout le monde aurait été en mesure de entendre en quoi les 4 saisons de l'époque de Vivaldi, du XVIIe siècle, vont être transformés au XXIe siècle. Et vous n'avez pas besoin de ça parce que vous savez ce qui se passe au niveau météorologique, climatique. Mais c'est vrai que c'est peut-être malgré tout assez pertinent, mais je crois que ça pose quand même la question du patrimoine qui, lui, bien sûr, accompagne chaque génération. Ça, c'est un grand sujet, notamment pour la mise en scène, encore une fois, parce que vous avez tous les partisans de la mise en scène qui respectent quand même les postulats de départ, mais quand on n'a pas envie, parce qu'on est dans un autre timing, une époque pressée, on n'a pas envie de se farcir 1h30 de récitatif dans un opéra de Mozart qui est déjà un peu rébarbatif pour qui ne comprend pas super bien l'italien, ce sont des aménagements qui, entre guillemets, abîment le patrimoine. Dans un autre domaine qui est celui du féminisme ou dans celui du racisme, si vous lisez le livret de la flûte enchantée de Mozart, c'est le pire truc qu'on puisse porter sur scène aujourd'hui. Monostatos, c'est le seul méchant, c'est le seul noir, et les femmes, elles parlent trop, mais elles servent à rien. C'est ça, hein, le livret, hein. C'est Schikaneder.
Pour autant, La Flûte enchantée demeure, à mon sens, un des plus grands chefs-d'œuvre de la musique, et il n'est pas question ni de le colmater ou de le customiser, de le aseptiser. Au contraire, je pense que garder cette œuvre telle qu'elle est, ça nous permet de mesurer le chemin parcouru en termes de mœurs, en termes de progrès social. Donc je ne vois pas où est la régression de jouer les 4 saisons dans leur état d'origine, parce que précisément, ça nous rappelle comment la nature et ce phénomène cyclique de saison étaient dans la vie d'un Vénitien du XVIIe siècle. Qu'est-ce que ça pouvait être? Alors après, nous en tant qu'artistes, on doit effectivement proposer des nouveaux récits. Je pense qu'on va inviter des rappeurs climatiques pour aussi porter et toucher des plus jeunes publics. Ça, c'est très très important. Je pense qu'effectivement aussi dans l'enseignement, on a une vraie responsabilité, parce que d'abord, on fait partie d'une catégorie socio-culturelle qui a la chance d'être plus éduquée, plus informée. On a tous plus ou moins fait notre shift. Encore une fois, je reviens à ça. Moi, je sais pas vous, mais je crois que toi, c'est un film. Hein. C'est quand tu as vu Demain de Cyril Dion. Moi, quand j'ai vu La vérité qui dérange de Al Gore, j'étais atterré. J'étais gosse, mais j'étais déjà un peu éco-anxieux. Mais alors, ça m'a foutu par terre, ce truc. Et je sais qu'il y a aussi le film de Colin Serrault, Solution locale, pour un désordre global. Ça a aussi été une étape très forte. Donc là où je rejoins Ariel, c'est que en parler, donner un bouquin et dire vas-y fais-moi confiance, moi je te dis il se passe un truc grave, comme ça de citoyen à citoyen, il y a peu de chances que ça marche. Mais si on considère que ces films documentaires sont quand même aussi des œuvres, plus ou moins des œuvres d'art, mais des œuvres, elles ont joué un rôle, je pense, pour beaucoup de gens. Et donc à mon avis, c'est plutôt au niveau de la création qu'on peut faire quelque chose, plutôt que du rafistolage de patrimoine et ce sera mon dernier mot, la musique telle qu'on la pratique de manière décarbonée, c'est-à-dire sans électricité, sur des instruments qui ont des décennies d'âge ou parfois même des instruments qui ont 300 ans, ce sont des moments où on collecte le silence de l'auditoire. Comme au théâtre, comme encore parfois au cinéma, vous avez une assemblée qui respecte le silence mieux que nulle part ailleurs, ou comme tout simplement dans le culte religieux, à l'église, au temple, à la synagogue, à la mosquée, vous avez ces moments où les gens écoutent le silence. Et dans le monde extrêmement turbulent qui est le nôtre aujourd'hui, et extrêmement peut-être aussi précipité, toujours plus vite, toujours plus de consommation, toujours plus de pollution, c'est peut-être là qu'on a aussi quelque chose à trouver, c'est-à-dire à travers l'art, rappeler, ramener, entretenir, toujours proposer des moments qui sont des moments de contemplation, c'est-à-dire des moments qui échappent au flux Internet, qui échappent à la matrice des data centers qui nous abreuvent en permanence de contenus qu'on n'a pas forcément souhaité. Ça a été évoqué aussi tout à l'heure. Donc là, je pense qu'on tient un truc qu'on ne pourra jamais nous enlever, nous les artistes dits du spectacle vivant, c'est qu'on a de l'or dans les mains, on a le silence, et si on réussit à le capter et à l'offrir et à lui donner du sens, en fait, peut-être que c'est meilleur que n'importe quelle parole, c'est possible. Je crois qu'on n'a plus trop envie de parler. On va respecter le silence. Le silence après Raphaël Merlin, c'est encore du Raphaël Merlin. Je crois qu'on a une facilitatrice graphique dans la salle qui s'appelle Emeline. Est-ce que on peut te donner les 3 dernières minutes parce qu'il va falloir qu'on libère la salle pour te laisser le mot de la fin, même si c'est une lourde tâche. Après tout ce qui vient d'être dit, le temps que tu t'installes, je vous remercie vraiment beaucoup de vous être prêté à l'exercice dans un temps très court, alors que vous aviez tellement de choses à partager. Et donc je rappelle qu'on peut trouver la nouvelle d'Ariel à côté de l'espace librairie à l'ADM, ainsi que Biopéra, l'essai de Sébastien. Est-ce que le concours de nouvelles sera renouvelé l'année prochaine? D'accord, donc vous pouvez déjà vous préparer pour le concours de nouvelles de l'année prochaine. Et Raphaël, où est-ce qu'on te retrouve? Quel est l'endroit? Au bar? Un concert à la prochaine Univers Shifté, peut-être. Très bien. Un récital violoncelle-chant. Ok. On va voir. Mis en scène par Ariel, on prend date. Et à vélo. Et en vélo, on viendra en vélo. Vous changez de ville? Merci. Alors pour meubler, demain, le cercle thématique culture organise un atelier le matin sur la question des nouveaux récits, et ce sera un atelier où on va vous proposer de travailler à une écriture collective, un récit collectif,
J'espère que je ne trahis pas le contenu de cet atelier parce que je ne suis pas entièrement sûre de ce que je dis. Est-ce que Claude est par là? Ou Charles qui gère l'atelier? Là-haut, il y a Lise. Donc remontre. D'accord. À quelle heure? 9h15. Ok, vous le retrouverez sur le programme qui est dehors. Et donc, c'est un atelier qui est proposé par le Cercle thématique des shifters de la culture, qui est un groupe que vous pouvez rejoindre, un groupe de bénévoles, professionnels de la culture ou passionnés de culture, tout secteur, spectacle, livre, audiovisuel, musée, etc., qui se réunit une fois par mois pour échanger sur les bonnes pratiques, et puis qui a des groupes de travail également qui essayent de faire avancer le secteur collectivement. Donc, si vous êtes shifter, si vous êtes professionnel de la culture, n'hésitez pas. On sera aussi présent sur les stands, notamment demain, sur le stand des cercles thématiques des shifters. Bonjour à tous, je m'appelle Émile Parizet, je suis facilitatrice graphique. Pour ceux qui ne connaissent pas l'exercice, donc c'est une synthèse qui est faite en live de la conférence. Cette planche, je vais juste vous donner quelques clés de lecture en quelques minutes. Vous la retrouverez sur les réseaux sociaux ou peut-être par mail, je ne sais pas comment ce sera communiqué. Donc on était sur la conférence L'art, le déclencheur de la transition écologique, qui a lieu aujourd'hui. On a eu d'abord une présentation d'intervenants, donc du panel, Ariel et Géraldine, qui nous ont parlé du shift et les lettres. Donc ce concours de nouvelles qui vise à créer de nouveaux récits et à imaginer la France dans un bas carbone en 2050. Ensuite, on a Sébastien de Biopéra qui chante aux natures pleines de grâce, mais fait ses trajets en avion. Donc il a créé le PTOF avec la vocation de réduire de 80% leurs émissions d'ici 2030, avec un manifeste, une charte des artistes, et il s'avère que c'est pas si fou. En tout cas, c'est ce que j'ai retenu. Et enfin, Raphaël, donc, qui nous a parlé de l'orchestre à vélo et l'initiative Accordez vos vélos, donc avec 2 semaines de tournée et une grande partie des émissions de CO2 qui sont liées au transport du public. J'ai noté également cette rencontre du public, donc une baisse de l'empreinte carbone, mais aussi plus de sens. Ensuite, il y a eu des échanges donc sur la sensibilité et l'humour au service de la transition, avec l'idée d'imaginer du désirable pour être capable de passer à l'action, questionner par l'absurde et le ramener ensuite au réel, et si il y avait des quotas pour le porno. J'ai noté la notion de voyage, avec l'idée de réduire la voilure, et notamment 15 musiciens au lieu de, je sais plus, 40, 45, et le bénéfice de la contrainte au service de la créativité. Le public, les artistes qui chantent à bicyclette et qui sont à bicyclette, on est capable de passer un message de décarbonation sans même une conférence. J'ai enfin noté dans cette première partie de discussion l'artiste engagé et le côté assumé d'être un green ténor. Et voilà, c'est la technique parfois. J'essaye juste de la partager rapidement. Peut-être parce que je suis trop loin de mon téléphone. Ok, on est revenu. Donc, assumer d'être un green ténor. Et ensuite, la deuxième partie des échanges était autour des nouveaux métiers. Donc, le cœur de métier ne change pas. On peut avoir une excellence musicale, même si on est décarboné. J'ai fait un petit dessin de bougie pour le rappel à Mozart, l'époque décarbonée. Le greenwashing, c'est pas une case qu'on veut cocher. Avec l'orchestre à vélo qui recrute des musiciens et des cyclistes, et ça augmente aussi la qualité du recrutement. J'ai noté également rendre les déplacements plus efficaces et un rapport différent au territoire. Voilà, donc voilà, vous pourrez retrouver cette planche. J'espère que ça vous permet d'ancrer un peu plus facilement les messages. Merci beaucoup. Très belle manière de conclure. Merci beaucoup, Emeline. Merci encore à vous 4. Merci à vous pour votre attention. Et on libère la place pour la suite, mais on est à votre disposition.